les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de la 5e saison, donc des rendez-vous d'une campagne agricole, avec Frédéric Thomas comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous sommes à Rennes, à l'Institut Agro, et nous sommes reçus par Guénola Pérez. Bonjour Guénola. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Mathieu. Par rapport à l'épisode précédent où on avait fait le point avec Frédéric, le bilan de l'année, avec une discussion assez technico-économico-stratégique, on va revenir à plus d'agronomie. Et comme d'habitude, on va couper ce podcast en 3 parties. La première, petite discussion avec Frédéric. J'avais envie de l'entendre sur le sujet de l'autonomie protéique, qui est un sujet où beaucoup de filières, l'agriculture française semble se diriger. Il y a pas mal de choses à dire, donc on fera le point avec Frédéric. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est avec Guénola Pérez, qui est maître de conférence à l'Institut Agro à Rennes et qui est une spécialiste, sinon la spécialiste des vers de terre. Et donc, on discutera de ces petites bestioles qu'on voit dans nos sols. Et puis, pour terminer, on discutera plus généralement d'activité biologique, de santé des sols, d'indications, et puis aussi du symposium sur les vers de terre qui s'est tenu en juillet dernier à Rennes, si j'ai bien compris. Frédéric, on va commencer la première partie. On voit, pour reprendre le fil de notre discussion de la dernière fois, tension internationale, tension sur l'énergie, tension sur les prix, changement climatique. Tout ça fait qu'effectivement, on a une modification ou une volonté de modification des systèmes de culture. Et notamment en élevage, il y a la question de la protéine. Et tout le monde se pose la question de l'autonomie protéique. On sait que le soja a un impact non négligeable sur les terres d'Amérique du Sud notamment, sur le climat, etc. Comment est-ce qu'on peut prendre ce problème-là en France ? C'est une question un petit peu centrale et on va pas pouvoir parler protéines sans parler azote parce qu'il faut qu'on intègre que la grande majorité des protéines qu'on va mettre dans nos animaux vont être ressortir sous forme d'azote et vont être utiles aussi pour la fertilisation azotée. Donc les deux sont extrêmement liés. Premièrement, si on regarde un petit peu l'organisation des fournitures en protéines de l'élevage français, la première source, c'est quand même les pâturages. À travers l'herbe qui va être consommée et les trèfles ou les luzernes qui vont être consommées en pâture. C'est la plus grosse source. On a une seconde source de protéines qui est assez conséquente, qui sont les sous-produits de l'industrie huilière, qui est les tourteaux de colza, les tourteaux de tournesol, qui sont déjà des très très bonnes ressources en protéines. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une complémentarité en matière de production et qu'en fait on a déjà des cultures qui sont sans être des légumineuses mais des cultures qui apportent des quantités de protéines assez conséquentes à l'élevage français. Et ensuite je crois que de mémoire on importe environ je crois que c'est 2 millions d'hectares ou quelque chose comme ça en soja, mais la partie importée est principalement pour l'élevage de porc et aussi pour l'élevage bovin-lait en complément de ration. Mais la partie soja importée est pas si importante qu'on le prétend souvent au niveau de l'élevage français, bien entendu. Est-ce qu'il y a des modifications dans les rotations qui permettraient donc d'arriver à augmenter cette autonomie protéique ? Est-ce qu'en élevage, ça veut dire qu'il faut un retour et une intensification
et une optimisation de tout ce qui est prairie, fauche et pâture. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lever le pied sur le maïs et puis accélérer un peu sur des mélanges avec des protéagineux? Est-ce que ça veut dire que pour le maïs, l'association avec du haricot lab ou des légumineuses, les haricots fourragés est également une option? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Encore une fois, on est face à une situation qui est complexe, et c'est clair que en multipliant simplement les surfaces de soja, ou multiplier les surfaces de soja en France, qui semble être un peu la légumineuse miracle, ou éventuellement les surfaces de lupin, comme on a pu essayer de le faire, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution. C'est d'autant plus pas la solution que, en fait, lorsqu'on parle de soja, on est sur une légumineuse faible, c'est-à-dire que simplement 50% de l'azote qu'on va retrouver dans les graines de soja sont issus de la fixation symbiotique, et il y en a une bonne partie qui est issue du sol. Donc en fait, on arrive même à épuiser nos sols en azote avec des cultures telles que le soja, et on va aussi les épuiser en carbone, puisqu'on a un retour carbone qui n'est pas assez satisfaisant. En fait, il faut au niveau élevage, certainement réintroduire un peu plus de légumineuses pérennes. Et là-dessus, on a des luzernes, on a des trèfles, on a du sainfoin en fonction des régions, qui sont capables de produire des grandes quantités d'azote et de protéines. Si on reprend les travaux de Jeanne Tribois de l'INRA de Clermont-Ferrand, qui a travaillé quasiment toute sa vie sur la luzerne, dans la partie fourrage d'une luzerne, sur 2 ans, si je remémore un petit peu ces travaux, on peut arriver à être entre 600 et 800 unités d'azote qu'on va retrouver dans les fourrages de luzerne. Donc c'est une quantité de protéines et d'azote qui est assez conséquente. Et ensuite, on peut arriver, grâce à des associations de cultures style métail avec févrole, poivès, éventuellement avec un peu de graminées, de rentrer des protéines et entre autres de l'azote dans les rations. On peut certainement arriver, grâce à des métailles récoltés grains qu'il va falloir trier, à sortir éventuellement quelques graines de légumineuses. On peut peut-être pousser plus loin, si on est un peu plus inventif, à des colzas associés ou des moutardes associées avec des pois qui laissent des capacités à utiliser encore du désherbage antigraminé dans ces associations-là, et de ressortir et des graines de colza et des graines de pois. Tant qu'à aller jusqu'au maïs lab, il y a un certain engouement à chaque fois, et certainement de l'intérêt. Mais jusqu'à maintenant, on est quand même face à des difficultés importantes, parce qu'on a une plante qui est très conquérante, qui est capable de rentrer beaucoup de biomasse. On a aussi en face une légumineuse type tropical, où les rhizobiums sont pas présents dans le sol, et les inoculés n'a pas montré de grande réussite. Donc on peut se permettre éventuellement de cultiver le maïs en solo, sachant que si on y regarde bien, on peut arriver à développer une approche culturelle d'un maïs quasiment autonome en azote, parce que en fait, dans l'interculture entre 2 maïs en silage, eh bien on peut facilement produire 5, 6, 7, 8 tonnes de biomasse avec des couverts très diversifiés, et se retrouver avec facilement 200, 250, 300 unités d'azote dans cette biomasse-là, des couverts qui sont à peu près l'équivalent du besoin du maïs. Alors après, on aura un certain souci de temporalité, puisque l'azote qu'on est en train de rentrer, si c'est un couvert qui est restitué au sol, ne sera pas immédiatement restitué. On peut imaginer qu'on a entre un quart et un tiers qui sera restitué à la culture de maïs. Si ce couvert-là est dirigé vers l'alimentation animale, automatiquement le circuit sera beaucoup plus grand, et le temps de retour sera éloigné. Donc bien ce souci de temporalité, mais on voit bien que
on peut rentrer des grandes quantités de protéines et donc d'azote, parce que les deux, j'en maintiens ça, sont très liés dans le système. Mais des cultures telles que le maïs, telles que le colza, comme avec plants de compagne et après un couvert relais de trèfle et de luzerne, peuvent être des cultures qui deviennent complètement autonomes en azote. Il y a aussi une question de stratégie, parce que tu parles de prairies, tu parles de luzerne, de mélange fourragé. Donc là, on est bien chez les ruminants. Donc on parle de plutôt vaches, moutons, éventuellement chèvres. Pour la volaille et le cochon, c'est quand même assez différent. Et c'est vrai qu'on dit qu'il va falloir modifier, entre guillemets, son régime alimentaire sur la planète pour arriver à ce que l'agriculture puisse nourrir la population qui est encore en train d'augmenter pour l'instant. On sait que les prairies ont un rôle très important dans les agroécosystèmes. On en reparlera, je pense, tout à l'heure, d'ailleurs, quand on va parler de vers de terre. Mais donc, en fait, ça veut dire qu'on peut peut-être optimiser pour tout ce qui est ruminant, viande et lait, les rations fourragères. Et puis, il faudrait peut-être parler de pédoclimat aussi. Mais pour les filières porc et volaille, ça pose quand même des questions. C'est clair. En général, lorsqu'on parle d'élevage, on a tendance à mettre tous les animaux dans le même paquet. Et il y a une énorme différence. Les ruminants sont quand même des espèces qui sont capables de transformer des produits organiques. Nous, en tant qu'humains, ne sommes pas capables de consommer, de valoriser. On a environ, à l'échelle française, environ 50% du territoire qui n'est valorisable qu'avec des ruminants. Donc, c'est le moyen de tirer une ressource alimentaire de zones, je dirais, particulières. C'est même le moyen de les entretenir, le moyen de créer des coupe-feux, c'est d'aménager le territoire. Donc il va falloir qu'on prenne un peu de distance et de grandeur par rapport à la vision que l'on peut avoir de la partie ruminante. C'est vrai que lorsqu'on regarde les cochons et lorsqu'on regarde la volaille, on est plus en conflit ou en concurrence sur la partie alimentation, parce que ces animaux-là vont consommer du gras, et il faut qu'on soit un peu plus habile la manière dont on va réussir à les nourrir, comme je le disais tout à l'heure, plus avec des sous-produits, parce qu'il y a aussi des sous-produits qu'on ne sait pas valoriser, comme les tourteaux, et après qu'on ait une partie complémentation qui soit produit de manière habile sur le terrain, sachant qu'il faut intégrer l'animal dans un écosystème agricole. C'est-à-dire que l'animal est le moyen de transformer du végétal en une forme d'engrais organique, et aux agriculteurs d'utiliser cet engrais organique de manière habile pour fertiliser les sols, pour continuer à produire de manière économe une production céréalière. Sachant qu'un animal rejette environ 80 à 85% de l'azote ou du phosphore ou de la potasse qu'il ingère. Donc en fait, la quid de l'utilisation des effluents d'élevage dans ces systèmes-là, et on sera certainement contraint de recoupler, c'est-à-dire de réassocier ou de réapprocher l'élevage de la production céréale et la céréale de la production céréalière, si on veut avancer et sur le dossier de la protéine et sur le dossier de la fertilisation azotée plus organique pour la partie céréalière. Merci Frédéric. On n'a pas fait le tour du dossier. On se réservera une prochaine session sur qu'est-ce que c'est que l'agroécosystème de demain. On va passer maintenant à la vie du sol et un symbole de l'agriculture de conservation ou de régénération des sols, qui est le ver de terre, et qui est donc un animal fort sympathique pour ceux qui le pratiquent. Qui n'est pas dangereux pour les cultures, qui ne les mange pas, au contraire de la limace par exemple, qui peut remplir les mêmes fonctions mais qui elle est plus agressive parce qu'elle a une râpe. Et on a donc le plaisir d'être reçu aujourd'hui par Guenola Pérez. Donc je vais te laisser te présenter.
Merci Mathieu. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis donc enseignant-chercheur donc à l'Institut Agro à Rennes. Donc ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur les vers de terre puisque j'ai commencé ma recherche dans les années 90, en 96, en travaillant à l'Université de Rennes avec notamment Daniel Cluzot. Et je suis arrivée j'ai été recrutée comme maître de conférence en 2014. Alors, intéressée par les vers de terre depuis longtemps, ma foi. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les vers de terre vont participer au fonctionnement du sol et à ce qu'on appelle maintenant des services écosystémiques, donc des services qui sont rendus par un écosystème et dont l'homme peut tirer profit. Et notamment, moi, je m'intéresse à la manière dont les vers de terre vont creuser le sol, vont participer à structurer le sol, permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer, mais aussi la manière dont les vers de terre vont participer à créer de la structure de type agrégative, donc ces fameuses déjections qui vont permettre à l'eau d'être retenue, et puis qui vont aussi permettre de limiter les risques face à l'érosion. Donc ça, c'est le premier côté un peu acteur des vers de terre qui me plaît énormément. Et puis l'autre côté qui m'intéresse énormément et sur lequel j'ai beaucoup aussi de programmes de recherche, c'est la manière dont les vers de terre sont utilisés comme étant des indicateurs. Des indicateurs en fait des pratiques agricoles. Donc pour ça, je m'intéresse à l'effet de la réduction du travail du sol sur les communautés de vers de terre, l'agriculture biologique, l'intérêt aussi d'intégrer des prairies dans ces rotations. Et plus récemment, je m'intéresse aussi à la manière dont les nanoplastiques qu'on va retrouver dans les sols vont impacter en fait les communautés de vers de terre. Mais plus largement, au-delà même de l'effet des pratiques agricoles, je m'intéresse à l'ensemble des paramètres environnementaux qui vont jouer sur les vers de terre et sur les fonctions dont j'ai parlé avant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et je rebondis un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est clairement, en fait, je m'intéresse à l'effet des pratiques, mais je m'intéresse aussi à l'effet d'autres paramètres, notamment des paramètres intrinsèques du sol. Et à l'échelle d'un bassin versant, par exemple, on peut avoir des paramètres type la texture du sol qui peut aussi impacter en fait la réponse biologique à l'échelle d'un bassin versant, mais à l'échelle aussi d'un territoire plus long. Et donc en fait, quand je m'intéresse à l'effet d'une pratique agricole sur la composante biologique, c'est toujours une réponse de cette biodiversité lombricienne à une pratique inscrite dans un territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est aussi toute la complexité en fait, des réponses biologiques. C'est que certaines fois, on va avoir des vers de terre qui finalement, sous un même usage de sol, finalement, va pas réagir de la même manière. Pourquoi ? Parce que la texture est différente. Pourquoi ? Parce que le pH est différent. Pourquoi ? Parce que les conditions environnementales sont différentes. Donc voilà, mes deux axes de recherche, c'est vraiment ça, le côté acteur et le côté indicateur, mais avec cette nécessité de prendre en compte la variabilité spatiale de la réponse biologique en prenant en compte les caractéristiques intrinsèques d'un sol. On va essayer de prendre ça dans l'ordre. Est-ce que si on parle des grandes fonctions des communautés lombriciennes, quelles sont-elles ? Et je sais aussi que c'est quelque chose d'important, c'est la structure de ces communautés, parce que quand on parle du ver de terre, souvent on va penser au grand ver anécique. Il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous refaire un point sur les vers de terre ? Qui sont-ils ? Et puis, à quoi ils servent ? Alors les vers de terre, donc on va effectivement, donc il y a une grande diversité de vers de terre. À l'échelle du territoire français, on a entre 100 et 130 espèces de vers de terre et effectivement, on va les regrouper dans ce qu'on appelle dans des catégories écologiques. Donc on va avoir ces fameux petits vers de terre épigés, donc ces individus de petite taille qui vivent plutôt à la surface du sol, qui sont très colorés et qui vont avoir un rôle majeur sur la dynamique de la matière organique. Parce qu'il faut vraiment regarder le sol comme étant un système interactif entre une composante chimique, physique et biologique. Et donc nos épigées vont avoir un rôle majeur sur la composante chimique en activant la dégradation de la matière organique. Ce sont typiquement nos vers de terre de compost. On va ensuite avoir nos vers de terre endogés, qui sont des vers de terre de plus grande taille. Ils vont avoir entre quelques centimètres jusqu'à 20 cm au stade adulte. Ils vont être dans le sol.
très peu colorés, parce qu'ils n'ont pas besoin de se protéger ni des rayons du soleil, ni des prédateurs. Donc, ils vont pas investir dans la coloration de leurs téguments. Et ces vers de terre endogés, on va les retrouver, alors attention, ça c'est quelque chose d'important, on va les retrouver dès les premiers centimètres du sol. Parce que certaines fois, on a tendance à entendre dans les médias qu'on les retrouve en fait en profondeur. Non, les endogés, on va les retrouver pour certaines espèces dans les premiers centimètres du sol. Par contre, contrairement à d'autres vers de terre, ils ne vont pas remonter à la surface du sol pour venir se nourrir. Donc ces vers de terre endogés vont créer une structure agrégative. Typiquement, ils vont manger le sol, ils vont déposer leur déjection dans leur galerie, créant comme ça une structure agrégative qui va permettre à l'eau d'être retenue. Et ça, c'est important parce que c'est cette eau-là qui va être ensuite redistribuée potentiellement aux plantes. Et enfin, on a nos vers de terre anéciques qu'on va maintenant regarder vraiment à travers deux sous-catégories écologiques. On va appeler les vers de terre épianéciques, notamment ce ver de terre de type lombricus avec cette tête rouge qui va remonter à la surface du sol, venir chercher de la matière organique, brasser cette matière organique et la mélanger à la matière minérale et créer ce qu'on appelle en fait des turicules qui va déposer à la surface du sol. On a ces vers de terre donc épianéciques et puis on a les vers de terre anéciques stricts qui va globalement avoir le même type de fonctionnement que les épianéciques, sauf que son réseau de galeries va être quand même plus densifié, plus ramifié, et puis qui va enfouir un peu moins profondément la matière organique dans le profil de sol. Donc la grande différence entre épigées, anéciques et endogées, c'est que les épigées ont un rôle majeur sur la dynamique de la matière organique. Les anéciques ont un rôle très important sur la structuration des sols. Ils permettent la structuration des sols, ils permettent à l'eau de s'infiltrer, ils permettent aussi, en déposant les déjections à la surface du sol, de réduire la vitesse de ruissellement. Et donc derrière, ils participent, et ça c'est quelque chose qui est notable, ils participent à la réduction de l'érosion. Et nos endogés qui sont dans le sol et qui vont faire cette structure agrégative permettant à l'eau d'être retenue. Et je me permets juste de rajouter quelque chose, que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est que toutes nos structures d'origine biologique, ces biostructures, vont aussi avoir un rôle fonctionnel au regard de la détoxification dans le sol. Donc je m'explique par rapport à ça, c'est que tout au long de notre paroi de galerie, on va avoir la création d'un manchon organique. Pourquoi ? Parce que les vers de terre anéciques vont aller chercher leur matière organique à la surface, vont l'enfouir, vont déposer les déjections à la surface, comme je vous l'ai dit, mais pas que. Ils déposent aussi en partie les déjections dans leur galerie, sauf que comme ils passent et repassent dans cette galerie, ils vont créer un manchon organique. Et l'intérêt de ce manchon organique, c'est que ça va bloquer certains contaminants, certains phytosanitaires par exemple, et ça va aussi bloquer les nitrates qui vont être solubles dans l'eau. Ils vont bloquer ces contaminants, ou ces polluants on va dire, ils vont les bloquer, et tout au long de ce manchon organique, grâce à l'activité microbienne, il va y avoir une dégradation de ces phytos, dégradation en partie, évidemment, il ne faut pas avoir une contamination trop importante, mais vraiment, les lombriciens vont avoir aussi un rôle sur tout ce qui est détoxification, en collaboration avec les micro-organismes. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut vraiment avoir en tête aussi, c'est que, moi je vous parle des vers de terre, de l'intérêt des vers de terre, mais il faut bien se dire qu'ils s'inscrivent dans un réseau d'organismes du sol. C'est-à-dire que les vers de terre, ils vont stimuler l'activité microbienne. Les vers de terre, ils vont créer un habitat favorable aussi pour d'autres organismes que sont par exemple les colamboles, les acariens. Donc tout ça, ça fonctionne en interaction. C'est quelque chose qui est vraiment important aussi à avoir en tête. Deux questions. On a bien compris qu'ils remplissaient des rôles quand même fondamentaux et plutôt positifs vis-à-vis de la production agricole. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'ils sont toujours bénéfiques ? Est-ce qu'en gros, d'après ce que tu dis, il va falloir rechercher un nombre maximum de vers de terre parce que plus j'en aurai, plus j'aurai ces fonctions d'agrégation, de circulation de l'eau, de filtre, etc. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, s'il faut en avoir une quantité donnée, tu as parlé tout à l'heure de texture, de contexte pédoclimatique. Quels sont aujourd'hui dans le paysage français donc les pédoclimats où ils se comportent le mieux? Et puis je te propose qu'après on passe justement à la question des pratiques agricoles. Mais voilà, sur ces deux questions, est-ce que le plus c'est le mieux et qu'est-ce qu'ils préfèrent en gros? Un sol breton, un sol normand, un sol méditerranéen?
Alors, donc déjà, effectivement, ce rôle dans l'agrosystème, on peut déjà donner un chiffre, c'est que en se basant sur une méta-analyse, donc l'intérêt de méta-analyse, c'est que c'est pas lié uniquement à une étude, mais c'est que ça englobe un grand nombre d'études. Et nos collègues des Pays-Bas ont mis en évidence que la présence des vers de terre allait augmenter en moyenne de 25% les rendements. Donc ça, c'est quelque chose quand même c'est pas rien. On parle pas de quelque chose d'epsilon, on parle vraiment de quelque chose qui a un rôle majeur sur les productions, même si après on pourra effectivement réfléchir sur le type de rendement, enfin sur la qualité, la quantité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, on pourrait avoir tendance à dire plus on en a, mieux c'est, sachant qu'il va y avoir de toute façon une autorégulation dans notre milieu. Un écosystème en fait qui fonctionne bien, il va y avoir une autorégulation entre le nombre d'organismes dans sa globalité au regard en fait de l'habitat. C'est-à-dire qu'un habitat, il peut pas accueillir plus que de raison au regard de l'espace déjà, mais aussi des ressources trophiques. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'équilibrer. Donc on peut se dire que en climat tempéré, plus on en a et mieux c'est. Ce qui n'est pas systématiquement vrai dans tous les climats. Il y a effectivement des espèces compactantes qui ont pu être mises en évidence, notamment dans les climats plutôt tropicaux. Donc ce qui est vrai en système tempéré n'est pas systématiquement vrai partout. Mais en système tempéré, plus on en a, mieux c'est. Par contre, au regard des fonctions qu'on a pu identifier tout à l'heure, un nombre de vers de terre ne veut rien dire sur le côté fonctionnel de ces vers de terre, de cette communauté. Donc, avoir bien en tête qu'on peut très bien avoir beaucoup de vers de terre, mais qu'en termes de fonctionnement, ce ne sera pas top parce qu'effectivement, on aura un déséquilibre. Si on a beaucoup d'épigées, comme on a vu tout à l'heure, s'il y aura un rôle bénéfique sur la dynamique de la matière organique, mais rien par rapport à la structuration des sols. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Ensuite, où est-ce qu'il y en a le plus ? Dans quel climat c'est le mieux ? En fait, il faut se dire que c'est plutôt il faut prendre en considération le climat, mais aussi les propriétés typiquement texturales. Et à l'échelle du territoire breton, typiquement, on va avoir des textures qui sont très variables, même à petite échelle. Donc, on va se dire que quelque chose qui est défavorable, ce sont les textures sableuses. Donc, plus on aura de sable dans notre système, moins ce sera favorable pour les vers de terre, mais pas que. De toute façon, de manière générale, une texture sableuse va générer des sols qui seront plus asséchants. Or, les organismes du sol, dans leur globalité, ont besoin d'avoir un minimum d'humidité. Donc, un sol très sableux, ce sera défavorable. Donc, à l'échelle du territoire français, on peut tout à fait identifier des zones où on a beaucoup de sable. Et dans ces endroits-là, on aura très peu de vers de terre, mais on aura aussi très peu de biomasse microbienne. Et ça, l'agriculteur, il peut rien faire là-dessus. Donc, il faut être conscient des propriétés de son sol, des propriétés intrinsèques, avant de s'autoflageller sur les valeurs qu'on veut obtenir, qu'on veut atteindre, le nombre total de vers de terre qu'on veut atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que ces valeurs de référence, à ce jour, elles sont encore en phase de construction. Là, avec nos collègues de justement l'Université de Rennes, on est en train d'écrire un papier où on va donner ces valeurs de référence, combien on a de vers de terre en fonction de nos propriétés intrinsèques, c'est-à-dire en fonction des textures, en fonction des pH, en fonction des teneurs en matière organique et en fonction évidemment des pratiques agricoles, au moins de l'usage des sols. Eh bien, c'est le moment d'en parler. Donc, on a vu, il y a des facteurs naturels et puis des climats. Donc, je ne savais pas qu'il y avait des vers de terre compactants. Heureusement qu'on n'en a pas chez nous. Si on regarde maintenant du côté des pratiques, si on doit en chercher le maximum dans nos milieux, quelles sont donc les pratiques qui ont un impact sur les communautés lombriciennes, si on les liste toutes dans les pratiques agricoles? Alors, on va pouvoir lister le travail du sol, donc un labour continu, un labour sur labour sur labour. Ça va altérer la communauté lombricienne et particulièrement les vers de terre de grande taille, donc les vers de terre de type anécique. Et donc derrière, les conséquences qu'on a pu évoquer, on aura moins bonne infiltration. Et on aura aussi des risques plus importants potentiellement d'érosion. Donc le travail du sol, un labour sur labour sur labour, ce sera négatif. Une chose positive, par contre, c'est le fait d'intégrer des prairies dans sa rotation. Et effectivement, même à l'échelle d'un bassin versant, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que
intégrer des prairies dans sa rotation, ça faisait partie des drivers, ou des agents qui conditionnent en fait la structure de nos communautés, un des drivers les plus importants. Donc, avoir des prairies dans sa rotation, c'est quelque chose qui va être quelque chose de positif. Et ce qu'on a pu observer, c'est que notamment dès la première année, ou au bout d'1 an et demi, on va voir qu'on va favoriser le développement de nos communautés lombriciennes. Donc on n'a pas besoin d'attendre en fait 10 ans. À un moment donné, c'était un petit peu dans l'esprit ça tournait notamment même chez les scientifiques, c'est que la réponse biologique était très longue. En aucun cas. On voit qu'au bout d'1 an et demi, on va avoir déjà une restructuration de nos communautés. Si on a 3 ans de prairie dans sa rotation, c'est bénéfique. Et au bout de 5 ans, on est optimal. Et on a même mis en évidence qu'une prairie de 5 ans, inscrite dans une rotation, était plus favorable qu'une prairie permanente. Notamment, là, on comparait une prairie permanente qui avait 40 ans. Donc, on avait l'impression que c'était l'endroit idyllique pour le développement des vers de terre, mais pas que. Encore une fois, les vers de terre, ce sont des organismes qui sont un petit peu parapluies, mais qui reflètent ce qu'on peut voir pour d'autres organismes du sol. Et une prairie permanente avec un surpâturage présente une qualité d'habitat beaucoup moins favorable qu'une prairie inscrite dans une rotation. Donc, gérer sa prairie, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, j'ai parlé des rotations, des prairies dans les rotations. J'ai parlé du travail du sol. Limiter l'utilisation de phytos. Alors ça, c'est pareil, en fait, avoir une bonne réflexion sur comment on peut utiliser ces phytos. Ce qui est mis en évidence, c'est que les insecticides, les mollucides vont avoir un effet très délétère. Les fongicides à base de cuivre vont avoir un effet délétère. Dans une moindre mesure, les herbicides vont pas avoir un effet délétère sur la mortalité, mais peuvent avoir un effet délétère sur la dynamique des communautés. Notamment, je crois, avec pas mal le rôle des adjuvants, des acidifiants, des surfactants, qui sont des détergents d'ailleurs. Et c'est ce que j'avais retenu. Tout à fait. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est très difficile quand on fait de l'écotoxicologie, c'est que quand on fait de l'écotoxicologie, en fait, on se focalise, quand on est à l'échelle du laboratoire, on se focalise sur l'effet des matières actives prises séparément. Or, en fait, quand on est dans la vraie vie, ce sont des cocktails de matières actives. Et donc, nous, ce qu'on avait pu mettre en évidence, par exemple, en vigne, c'est que l'utilisation d'un herbicide, pour le coup, ne s'avérait pas délétère, mais c'était l'association de plusieurs herbicides qui avaient un effet délétère. Et à l'issue de ça, on avait pu orienter les pratiques mises en œuvre par les viticulteurs en Champagne pour pouvoir sélectionner en fait l'association de ces matières actives. Donc effectivement, il y a toute cette complexité, la complexité par rapport à l'écotoxicologie, elle est là en fait. D'autant plus que la réponse biologique va aussi dépendre encore une fois, des caractéristiques intrinsèques. Si on est sur des pH acides ou basiques, la réponse va être différente parce que la mobilité de nos matières actives va différer aussi en fonction de la texture, mais au-delà de ça, de la teneur en matière organique, on va aussi avoir une réponse qui va être différente. Très bien. Autre question, donc le ver de terre, comme je le disais au début, c'est devenu un symbole. On voit aujourd'hui dans beaucoup de communications, alors pas forcément de la communauté scientifique elle-même, mais dans beaucoup de formations, dans beaucoup de cahiers des charges, sur des cahiers des charges sur la régénération des sols, etc. On voit que les quantités de vers de terre, avec des mesures, je me rappelle des mesures prélèvement avec de l'eau moutardée, des choses comme ça, qui sont des choses assez rigolotes à faire, deviennent des indicateurs de la qualité des sols. Moi, je vais te donner un exemple que j'ai en tête. Je fais pas mal de profils de sol, et notamment en vigne, et j'ai souvent constaté que quand on avait des sols non travaillés en vigne, et qui avaient eu une conduite en désherbage total pendant 10, 20, 30 ans, alors ils ne poussaient plus grand-chose, c'est des sols qui étaient assez inertes, mais on retrouvait quand même à chaque bêcher des vers de terre, des grands vers de terre, alors peut-être des anéciques, mais je peux me tromper. Et donc j'aimerais bien que tu nous amènes maintenant un petit peu la différence qu'on peut avoir entre les notions de quantité, de qualité. Tu parles de structure de population. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça, c'est un point qui est vraiment
très important. C'est qu'effectivement, on peut se retrouver avec beaucoup de vers de terre. Alors là, tu évoques ce que tu as pu observer en vigne. Moi, j'ai en tête un autre exemple où, effectivement, avec un travail du sol réduit, on était en semi-direct, par exemple, un semi-direct avec une fertilisation minérale, on se retrouvait avec une même densité de vers de terre, un nombre de vers de terre au mètre carré, identique à une parcelle qui était labourée, mais sur laquelle on avait apporté de la fertilisation organique. Et donc, quand on regarde juste le nombre de vers de terre, on peut avoir l'impression que finalement, la fertilisation organique contrebalance l'effet négatif du travail du sol. Or, il s'avère que quand on regarde la structure fonctionnelle, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que on se retrouvait avec finalement très peu d'années cycles dans le système qui était labouré, même s'il était fertilisé avec des fertilisations organiques, mais on avait très peu d'années cycles. Or, ces années cycles, c'est eux qui contribuent à la porosité des sols, permettant l'infiltration de l'eau notamment. Et donc, du coup, se focaliser sur un nombre de vers de terre, c'est biaiser potentiellement en fait le diagnostic de qualité fonctionnelle du sol. Parce qu'on peut parler de qualité biologique, mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est les fonctions liées à cette communauté biologique. D'où l'importance, de pas se limiter, je vais même aller plus loin que ça, de ne pas se limiter au nombre de vers de terre, utiliser les structures, les groupes fonctionnels, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, mais même intégrer aussi le stade de développement. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup de vers de terre, mais si ce sont que des juvéniles, le potentiel pour qu'ils atteignent le stade adulte, ça va être conditionné par notamment des aléas climatiques, par des activités anthropiques. Donc, avoir connaissance, du nombre de vers de terre, c'est un premier indicateur. Mais de 2, les différents groupes fonctionnels et le stade de développement de ces organismes, c'est ça qui va nous rendre compte vraiment du potentiel de notre sol. Alors, j'ai une remarque et une question complémentaire. La remarque, c'est qu'effectivement, quand on parle de vie du sol, des petites bêtes, on a souvent des idées de génération spontanée. J'avais retenu que pour certaines espèces de vers, pour qu'ils parviennent au stade adulte et qu'ils soient en mesure de se reproduire, il fallait parfois attendre 18 mois, donc des pas de temps qui sont longs. Et ce que tu dis sur les structures juvéniles, c'est qu'effectivement, si on a que beaucoup de jeunes, mais qu'on a programmé en gros de les passer au hachoir parce qu'on veut implanter avec sécurité, je sais pas, un maïs, et qu'on va bien travailler les sols au moment où ils sont très actifs, c'est sans doute des populations qu'on ne retrouvera pas par la suite. Oui, tout à fait. Et effectivement, alors encore une fois, les épigées, eux, ont une dynamique de reproduction qui est très rapide, alors que les anéciques et les endogées vont avoir une dynamique de reproduction qui est beaucoup plus lente. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on a sous-estimé aussi, c'est effectivement les aléas climatiques qu'on a pu observer notamment cette année. Et moi, pour avoir été sur le terrain très tardivement, à une époque, donc normalement au mois d'octobre, quand on récupère nos vers de terre, on a des juvéniles, mais on a aussi nos adultes, parce que ça y est, ils sont sortis de la dormance, la léthargie qu'ils avaient pendant la période estivale, et normalement, ils sont en phase d'adulte. Ils peuvent se reproduire. Et bien, cette année, au mois d'octobre, on avait essentiellement des individus au stade subadulte, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'étaient pas encore capables de se reproduire. Donc, les aléas climatiques dont on est vraiment victime sont en train aussi de modifier en fait ce curseur de reproduction, et notamment ce curseur de reproduction dans l'année. Et ça, c'est quelque chose dont on est témoin là maintenant, qu'on avait encore jusqu'à maintenant jamais observé autant que cette année. Alors je pense maintenant aux responsables de projet, aux techniciens ou aux formateurs qui peuvent mettre en avant la quantification des vers de terre. Est-ce qu'il y a une grille d'analyse existante ou en travail, justement, ou en disant sur la base d'un prélèvement où on est capable de quantifier et de qualifier des vers de terre en fonction, j'imagine, du contexte pédoclimatique, on a des situations optimales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un indicateur un indicateur de la santé des sols qui est fiable et scientifiquement fondé sur la base des analyses de population de vers de terre? Alors, c'est un travail qu'on est en train de finaliser avec notamment l'Université de Rennes dans le cadre de l'Observatoire participatif des vers de terre. Parce que pour pouvoir en fait créer ces valeurs de référence contextualisées d'un point de vue pédoclimatique, mais aussi
agronomique. Il nous fallait un grand jeu de données. Et donc là maintenant, on est en train de travailler effectivement sur ces valeurs de référence permettant de faire un diagnostic de l'état, donc bien différencier ce qui est l'état biologique du fonctionnement potentiel biologique. Donc on est dans cette phase-là, même si on n'est pas encore en train de faire des conseils agronomiques en disant là il faut que vous apportiez des conseils de fertilisation par exemple. Mais effectivement maintenant on est dans cette phase et ça va, d'ici quelques mois, on va pouvoir donner cet outil en fait adressé aux agriculteurs, aux gens de terrain. Les agriculteurs, mais les politiques publiques aussi vont pouvoir s'approprier en fait cet outil de diagnostic de l'état biologique des sols et de l'état et du fonctionnement potentiel de notre sol. On est impatients. Je vais te redonner la parole, Frédéric, parce que je sais que vous travaillez tous les deux de manière rapprochée ensemble et c'est un exemple réussi de recherche participative avec des gens de terrain dont tu fais partie, des gens de sciences qui sont d'ailleurs pas forcément des gens de bureau ou de laboratoire. Il y a des scientifiques de terrain. Et je sais qu'il y a l'observatoire participatif des vers de terre qui a été élaboré. Frédéric, est-ce que tu peux donner un petit peu ton éclairage sur le sujet? Comment est-ce que tu as pu rentrer dedans et comment est-ce que vous travaillez avec les chercheurs? Déjà, les vers de terre ou le ver de terre, au départ, a été choisi comme symbole de la revue TCS parce que en fait, l'idée c'était de remplacer le fer de charrue par une bonne équipe de vers de terre qui fasse le travail à notre place. On s'est largement aperçu que il suffisait pas d'arrêter de travailler et de remuer, de supprimer un stress important sur cette population pour les voir revenir. Il fallait aussi les accueillir. Et qui dit les accueillir, ça veut dire les nourrir correctement, d'où l'intérêt des couverts végétaux. Ça veut dire aussi une qualité d'alimentation. On rejoint ce que tu as dit sur la prairie parking et puis une prairie éventuellement travaillée parce qu'on rejoint bien la quantité de biomasse que l'on va produire et recycler sur un lieu. Et c'est clair que l'extensification d'un territoire va pas être très favorable à une population importante de vers de terre. Et puis ensuite, un point qui est de plus en plus important dans nos approches, c'est la continuité de cette alimentation, parce qu'on peut avoir sur le papier des quantités importantes, mais qui arrivent à des moments ponctuels. Et en fait, on est toujours dans une forme de montagne russe de l'alimentation, avec d'énormes périodes de disette et des périodes de pléthore. Et donc, les communautés, le vivant du sol ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Et en fait, tout à l'heure, quand Guénola parlait de fonctionnalité, ça c'est quelque chose, grâce à nos échanges, qu'on a beaucoup mieux compris, parce que c'est clair qu'au départ, lorsqu'on prenait une bêche de sol, on était content de trouver quelques vers de terre, on avait réussi quelque chose d'assez intéressant, et là, elle nous a dit oui, mais la fonctionnalité. Et en fait, pour rejoindre le sujet tout à l'heure, moi, je résume souvent ça de manière un petit peu rapide, et je m'en excuse, Guénola, mais quand je regarde les épigées, c'est un petit peu la partie rumination d'un polygastrique. Donc, on va avoir la partie bouche, pense, qui va ressembler à nos travails des épigées, associés à des arthropodes et toute une activité biologique qui va broyer, préparer un petit peu l'alimentation pour le reste. Les endogées sont plutôt le reste des estomacs du polygastrique, donc qui va commencer à attaquer un peu la digestion un peu plus soutenue de cette biomasse organique. Et puis après, la partie anécique et d'une certaine manière les intestins, qui va aider un peu au transfert. Et tu parlais du manchon, disons, autour des galeries de vers de terre, et qui va participer au transfert des nutriments à la plante. Et donc, on a besoin effectivement de toute cette communauté-là. Et puis, ça va agir sur la capacité du sol
à gérer l'eau, et également créer un habitat favorable à d'autres insectes qui vont trouver des refuges dans les galeries de vers de terre, etc. Donc, en fait, une fois qu'on y regarde de manière plus intéressée, on s'aperçoit de la complexité et de l'interrelation qu'il y a. Je voulais revenir aussi sur deux points. L'aspect des aléas climatiques, on a eu déjà à plusieurs reprises un échange là-dessus. C'est vrai que les années 2018, 2019, 2021 étaient plutôt favorables, et 2022, on a constaté, et moi j'ai constaté par les profils que je peux faire, un stress très important sur les lombriciens. Alors très important parce que les sols se sont trouvés extrêmement secs rapidement, parce que si on prend 2018, l'humidité est arrivée que pendant l'hiver, donc on n'a pas pu avoir de période reproductive à l'automne, et on a eu une vraie chute de notre activité lombricienne, donc d'où l'intérêt de protéger les sols, d'avoir une couverture en été, de mieux gérer l'eau, de mieux gérer l'environnement qui va permettre de les accueillir pour éviter ces stress liés au réchauffement climatique. Où je suis par contre plus positif, c'est qu'aujourd'hui on a une meilleure idée de ce que peuvent apporter ce qu'on appelle les corridors agroécologiques pour recoloniser les parcelles, parce que ça nous permet, grâce à, éventuellement à des sangliers qui peuvent nous embêter, mais qui sont aussi des colporteurs ou des oiseaux, des colporteurs de cocons de vers de terre qui vont permettre de revenir dans les parcelles et de recoloniser les parcelles, de participer au brassage dont on a besoin sur nos exploitations. Très bien. Guénola, l'OPVT. Alors, l'Observatoire participatif des vers de terre, donc ça a été mis en place à l'Université de Rennes 1 par l'équipe de Daniel Cluzot. Et cet observatoire participatif des vers de terre avait vraiment pour finalité, de sensibiliser le grand public, donc en commençant par les acteurs de terrain, notamment les agriculteurs, sur l'intérêt de préserver la biodiversité, enfin les communautés de vers de terre, donc en proposant des protocoles qui soient faciles à mettre en œuvre. Donc on a parlé tout à l'heure de solutions moutardées. Maintenant, ce qui prend le dessus, clairement, c'est le test bêche, donc du tri manuel. On prélève un bloc de sol, on trie manuellement. Donc ça présente l'intérêt d'être facile à mettre en œuvre. Il faut quand même être conscient qu'effectivement, on a une petite surface, et donc il faut vraiment s'obliger à faire les 6 répétitions pour essayer de couvrir la biodiversité. C'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre. Nous, en tant que chercheurs, on connaît aussi les limites de ça, mais voilà, il faut toujours trouver un bon compromis entre la faisabilité des choses et puis après l'information qu'on va en retirer. Donc, cet observatoire participatif des vers de terre, il a réussi à amener dans son sillage en fait un grand nombre d'acteurs, donc des agriculteurs, mais pas que, aussi des personnes de la société civile en fait qui a participé à ces prélèvements de vers de terre, et donc c'est plusieurs milliers de points qui ont été acquis à l'échelle du territoire français sur plusieurs. Donc c'est ça en fait qui pouvait faire un peu défaut quand on fait des programmes de recherche. Acquérir les données sur le terrain, c'est quelque chose qui est lourd. Donc en travaillant main dans la main avec les acteurs de terrain, ça a permis d'acquérir un grand nombre de données sur différents types d'agrosystèmes, mais aussi sur des jardins, sur aussi l'agriculture un peu plus urbaine. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait de toute cette dimension-là qui était jusqu'à ce jour peu renseignée. Donc, grâce à cet observatoire participatif des vers de terre, il va y avoir la constitution d'une grosse base de données dont les résultats vont être mis à profit pour pouvoir créer ces fameux référentiels dont on parlait tout à l'heure. Donc l'OPVT, c'est ça, mais c'est aussi fournir des formations aux personnes. Donc sur le site de l'OPVT, je vous invite à aller le consulter. Donc un très bel observatoire auquel maintenant l'Institut Agro est aussi associé. Ça m'amène au sujet suivant. En juillet dernier, il y a eu donc un symposium. Alors, en anglais, je ne sais pas ce que ça donne. Je sais qu'il y a Earthworm International dedans. Alors, vous avez abordé des sujets. J'ai retenu des choses incroyables. Est-ce que les vers de terre sont sensibles aux vibrations des éoliennes ? Est-ce que tu peux nous faire un peu nous présenter qui était là, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors effectivement, c'était un symposium donc, qui
c'est un symposium qui s'inscrit dans toute une série de symposiums qui se font à l'échelle mondiale tous les 4 ans. La dernière fois, ça se faisait en Chine, à Shanghai, et il y a donc 4 ans de ça. Et donc là, on avait gagné la compétition, et donc ça s'est fait en France. On pouvait être assez fiers de ça. En plus qu'on était en compétition avec nos collègues des Pays-Bas, notamment l'université de Wageningen, qui est une université de renom. Donc on a pu accueillir 184 personnes, participants. Majoritairement, ça se faisait en présentiel. Donc c'est vrai qu'on avait toujours cette crainte à cause de Covid jusqu'à maintenant. Vous imaginez bien, quand on organise un symposium comme ça se fait pas la veille pour le lendemain. Donc ça faisait 2 ans qu'on venait travailler dessus très très régulièrement. Et on a souhaité le maintenir en présentiel parce que aussi le présentiel, ça favorise les échanges entre les jeunes, entre les experts, on va dire. Ça favorise aussi les échanges entre des personnes de terrain. Donc nous, on a eu la chance de faire intervenir notamment Frédéric, qui est autour de la table ici, qui nous avait fait un peu son retour sur comment les agriculteurs peuvent mobiliser ces indicateurs biologiques des sols. Quelles sont les limites, quels sont les avantages de tout ça. On avait donc des gens de terrain, mais on avait majoritairement effectivement des gens qui venaient du monde entier. On a quand même hébergé comme ça 36 nationalités, incluant l'Asie, incluant des personnes qui venaient d'Amérique du Sud, un petit peu aussi d'Afrique. C'est ce qu'on a pu déplorer en fait, moins de personnes venant du continent africain pour des raisons assez souvent soit financières ou soit de visa. Donc ça, c'était quand même une très belle représentation de la diversité de ce qui est fait à l'échelle mondiale, donc des recherches qui sont faites à l'échelle mondiale. Ce qu'on a retiré de ça, donc on avait une session qui portait sur les vers de terre et le changement climatique. Donc dans quelle mesure est-ce que les vers de terre peuvent contribuer à favoriser le stockage de carbone, par exemple, dans les sols, mais aussi comment les vers de terre sont impactés par le changement climatique. Et ce qu'on vient d'évoquer ensemble tout à l'heure sur, effectivement, comment tous ces événements climatiques vont conditionner les reproductions, mais au-delà de ça, vont aussi conditionner, en fait, la distribution spatiale à l'échelle du territoire mondial de nos communautés de vers de terre, et derrière, encore une fois, les fonctions associées à nos espèces de vers de terre. On a eu une très très belle session sur l'agroécologie, sur quelles pratiques agricoles peuvent favoriser les communautés lombriciennes. Où là, il y avait des choses un petit peu, les choses intéressantes, où on était sur la réduction de travail du sol combinée à, quand on est en agriculture biologique, par exemple, comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus, comment est-ce que les difficultés, mais aussi les avantages de pouvoir combiner des leviers comme ça très, très contraignants. On avait des choses très belles qui portaient sur le vermicompostage, notamment, donc, qui se développe à l'échelle mondiale, que ce soit en Inde, que ce soit aussi aux États-Unis, par exemple. Ce qu'on a mis en évidence aussi, c'est comment les vers de terre pouvaient contribuer à favoriser la redistribution des nutriments aux plantes. Donc, en quoi ça devenait des acteurs majeurs pour se substituer, en fait, aux engrais. Et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui paraît prétentieux de dire ça. Mais là, on arrive avec des éléments chiffrés sur la manière dont les vers de terre vont contribuer à mettre en solution, en fait, le phosphore et rendre plus disponible, en fait, le phosphore, ou encore comment est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer à limiter la dépendance aux engrais chimiques. Des choses comme ça, des choses aussi sur des fronts de science, comme comment est-ce qu'ils répondent, en fait, à la présence de nanoplastiques dans les sols, comment ils répondent à la présence de ces nanoplastiques, mais aussi comment ils contribuent à les stocker ou à les redistribuer dans leur structure biogénique. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer à être étudié. La distribution, comment est-ce qu'on peut utiliser aussi l'outil moléculaire pour pouvoir mieux caractériser nos communautés de vers de terre, parce que jusqu'à maintenant, l'ensemble des chercheurs, on se focalisait beaucoup sur la taxonomie à travers des caractéristiques morphologiques. Là maintenant, on se rend compte de l'intérêt aussi d'utiliser les outils moléculaires pour avoir une meilleure connaissance, en fait, des structures des communautés. Si tu penses à quelque chose, parce que Frédéric était avec nous. Avant que Frédéric complète, parce qu'il était présent également, question qui me brûle les lèvres. Alors, est-ce que si je mets une éolienne, mes vers de terre vont convulser ou pas ? Non, les vers de terre vont pas convulser. Les principaux résultats montrent qu'effectivement, les principaux résultats étaient plutôt aux phases exploratoires. Et honnêtement,
beaucoup de paramètres en fait peuvent expliquer la réponse biologique, et donc nos collègues, en fait, c'est nos collègues belges qui ont mis cette expérimentation en place. On reste un petit peu encore précautionneux sur la réponse biologique par rapport à ces vibrations, prenant en considération beaucoup de paramètres, notamment, encore une fois, les caractéristiques intrinsèques de notre sol. Mais si tu veux rajouter quelque chose, Frédéric, par rapport à ça. Il y a déjà un bloc de béton qui va créer une zone qui va être un petit peu compliquée pour l'activité biologique. Mais moi qui ai participé à une seule journée, en fait, j'ai pas participé à l'ensemble de cette rencontre. C'est vrai que j'ai été un peu, je dirais, subjugué par l'ensemble des dossiers qui ont été abordés. Tu as parlé de vermiculture, on vient de parler de quel est l'impact des éoliennes sur les communautés lombriciennes. Comment également les vers de terre pouvaient réinvestir les zones où il y a encore des sols dans la ville. Donc, on s'aperçoit qu'à l'échelle internationale, il y a toute une communauté de chercheurs que tu avais réussi à rassembler qui travaillent ce sujet. Il y avait des choses très intéressantes et moi, j'ai apprécié de pouvoir participer. Par contre, j'ai été pas surpris, mais en fait, je suis ressorti de cette journée avec l'idée qu'il est important de pouvoir relier les chercheurs et les agriculteurs, parce que des fois, à des moments, on se dit oui, mais moi, dans mes champs, dans ma complexité agricole, dans les compromis que je dois gérer au quotidien, je fais quoi ? Et donc, c'était un petit peu mon discours, mon intervention à la fin de cette journée-là. C'est qu'en fait, les chercheurs vont nous apporter des connaissances hyper précises sur, par exemple, comment le ver de terre va nous aider dans le transfert du phosphore à notre plante, comment il va intégrer la matière organique, comment il va permettre éventuellement de gérer des biopolluants, etc. Mais après, c'est important d'avoir cette relation avec le terrain pour que cette communauté de chercheurs puisse, disons, être confrontée à la réalité des systèmes agricoles. Alors c'est sûr que ça apporte d'une certaine manière un non-confort, parce qu'on est souvent obligé de s'isoler un peu pour arriver à comprendre comment fonctionnent des facteurs. Et ça, c'est intéressant. C'est là que je tiens à saluer ce dont tu as présenté tout à l'heure, l'OPVT, parce que c'était le choix de venir travailler avec une majorité d'agriculteurs, et pas que, de gens intéressés par les lombriciens. Et là, c'est sûr que on est en train de, je pense, gentiment migrer vers un autre fonctionnement de la recherche. C'est-à-dire qu'on a une recherche de labo avec des gens hyper compétents qui vont regarder les facteurs. On a des exploitations agricoles qui s'engagent dans des directions assez intéressantes qui deviennent des laboratoires du vivant. Et en fait, il y a des gens qui font un petit peu les ponts entre ces deux-là et qui permettent d'apporter de la compréhension dans les deux niveaux. Et c'est vraiment en train de se construire aujourd'hui. Et cette rencontre-là était un début d'intégration de ces belles relations. Je pense qu'en fait, effectivement, on a la chance, mine de rien, on a la chance de travailler en fait avec un objet, le ver de terre, qui nous permettent de faire du lien facile avec les acteurs de terrain, parce que c'est quelque chose, tout le monde connaît les vers de terre, tout le monde a déjà prélevé des vers de terre, et donc la sensibilité des agriculteurs, elle est déjà là, bien avant. On n'a rien inventé par rapport à ça, en fait. Mais il y a une vraie sensibilité, et du coup, on peut parler ensemble facilement. Et moi, j'ai la chance, justement, d'être dans
ces programmes de recherche depuis longtemps où on travaille main dans la main avec les agriculteurs. C'est-à-dire que voilà, les questions qui viennent des agriculteurs, après, nous, on va se les approprier et puis on va décortiquer. Alors, c'est vrai que tout ce qui est processus, ça peut être un petit peu compliqué, mais après, notre idée, c'est de toute façon de faire des allers-retours permanents avec les agriculteurs. Je pense que là où on est maintenant, on a la chance d'aller vers du chiffrage. C'est-à-dire que, effectivement, on n'est pas encore sur le conseil de dire à un agriculteur, si vous avez tant de vers de terre, il va falloir avoir ce plan de fertilisation derrière. Ça, on n'est pas encore capable de le dire. Par contre, on est capable de clairement chiffrer si vous avez, donc, cette phase-là dans laquelle on est actuellement, si vous avez si votre communauté de vers de terre est structurée de cette manière, vous avez un sol qui fonctionne pour ces fonctions-là, d'infiltration, de détoxification, de fertilité biologique. Vous avez des valeurs maintenant, des chiffrages qui sont réels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, le regret que j'ai eu quand même à ce colloque, c'est que j'aurais tellement aimé qu'il y ait beaucoup plus de personnes de terrain. Par contre, effectivement, je pense que, c'était au mois de juillet, donc c'est vrai que c'était pas le moment le plus propice non plus pour avoir des agriculteurs disponibles. Ça, c'est une première chose. Et puis après, c'était aussi en anglais, donc l'idée, c'était de traduire initialement, que tout soit traduit. Mais on a eu tellement peu d'inscriptions de personnes de terrain que finalement, on n'a pas été vers la traduction. Mais je tiens à souligner que toutes les conférences ont été enregistrées. Elles vont être mises à disposition et vont être sous-titrées. Donc, j'invite vraiment toute personne en fait à venir écouter parce qu'il y a eu des grandes choses qui sont sorties en fait de cette conférence. Et ensuite, on va aussi vulgariser. Donc moi, mon objectif dans le semestre à venir, ça va être de faire ce qu'on appelle un papier un position paper, en fait, où on va faire un petit peu un recensement de toutes les grandes avancées qui sont sorties de ce colloque-là et qui seront publiées potentiellement soit dans TCS, soit en fait dans des revues en tous les cas accessibles au plus grand nombre. Et ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a à cœur, en tous les cas avec toute l'équipe avec laquelle je travaille et associée notamment avec les gens de l'université de Rennes, c'est de faire de la vulgarisation et de faire du transfert, pas de la vulgarisation uniquement, de faire du transfert de connaissances. Et merci Guénola pour ce bon moment passé ensemble. Ça a duré plus longtemps que prévu et ça veut dire qu'il y a plein de choses à dire. J'avais encore plein d'autres questions, mais je pense qu'on reviendra. Donc Guénola, je te laisse le mot de la fin, puis après je laisserai le mot de la fin à Frédéric. Alors, on a parlé beaucoup de vers de terre et merci de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Je ne voudrais surtout pas que les personnes qui écoutent ça se disent le ver de terre, elles le vendent comme étant le sauveur du monde. On est bien d'accord que le ver de terre, c'est un élément de cet écosystème et donc c'est toujours de l'interaction entre les organismes du sol. C'est ça qui amène à un fonctionnement biologique optimal. Le ver de terre, il est juste emblématique, mais derrière, il reflète vraiment le fonctionnement du reste. Et dernière chose, c'est que si on veut aller vers un système qui soit durable dans le temps, il faut vraiment réfléchir conjointement aux 3 composantes du sol: biologie, chimie et physique des sols. Il ne s'agit pas d'arrêter en fait de labourer si derrière on réfléchit pas en fait à bien nourrir les animaux. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Frédéric. Mais de la même manière, il ne s'agit pas non plus de se focaliser uniquement sur on nourrit sans réfléchir au fait d'avoir un habitat de mauvaise qualité. Donc le sol, c'est un système interactif entre une composante chimique, physique et biologique. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Voilà, merci. Moi, je vais conclure sur l'aspect interaction. Comme tu l'as dit, il faut une bonne interaction entre les différents vers de terre entre eux et les vers de terre et l'ensemble de l'activité biologique. Bien, ma foi, il faut qu'on crée le maximum d'interaction entre les agriculteurs entre eux, les agriculteurs et la recherche agronomique. Et je pense que c'est là qu'on arrivera... on a déjà bien travaillé, mais qu'on arrivera à aller encore plus loin et trouver les meilleurs compromis adaptés au scénario que l'on essaye de mettre en place dans nos parcelles. Donc, comme j'ai pu venir à ce forum, comme on s'est déplacé aujourd'hui chez toi, merci de nous accueillir. Eh bien, bienvenue quand tu le pourras dans nos parcelles pour voir comment vont nos vers de terre. Avec plaisir. Merci Guénola, merci Frédéric. Donc ce rendez-vous est terminé. Je ne dis pas plus. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.